parcours, il est simple, il est géographique. C'est-à-dire que quand j'ai quitté la France pour le Maroc, au départ c'était pour 12 mois et c'est resté 9 ans. Et c'était le contact avec une autre culture. Je crois qu'à chaque fois, mon parcours, c'est lié aux cultures que je rencontrais. Je ne me considère pas comme un artiste, je me considère plutôt comme plasticienne, c'est-à-dire que je rencontre là, ces dernières années, j'ai travaillé beaucoup sur des écritures, sur donc des rencontres de cultures différentes. C'est ça mon parcours. Alors bien sûr, après, il faut apprendre les techniques pour exprimer tout ce qu'on a rencontré. Donc j'ai commencé la gravure au Mexique, et ça me plaisait beaucoup parce que c'est très, très manuel, que les beaux-arts au Mexique n'ont pas la même mentalité que les beaux-arts en France, que c'est beaucoup plus souple, beaucoup plus... Enfin, à l'époque, c'était beaucoup plus personnel. C'est quelque chose qui me plaisait. On pouvait choisir aussi un créneau dans les arts plastiques, pas forcément prendre tout un cursus. Donc c'était vraiment très, très ouvert. La culture, elle est omniprésente. C'est pas comme en Europe où on a une vie sociale, artistique ou autre. La culture, elle fait toujours un peu rapporter sur le quotidien. Tandis qu'au Mexique, elle est dans le quotidien. Ces dernières années, je fais beaucoup de frottage, comme j'ai fait à l'entrée, là. Puis je l'ai fait sur place. C'est-à-dire un site archéologique, je ne prends pas de photos, pratiquement pas de photos, ça ne m'intéresse pas. Je préfère passer mon temps à faire un frottage sur une pierre, à communiquer avec le lieu où je suis, à rencontrer des gens, parce que si je suis à quatre pattes quelque part en train de faire un frottage, c'est sûr que quelqu'un va venir me demander ce que je fais. Et ça crée des liens, retrouver des traces, par exemple, des croisées au Saint-Sépulcre, faire des petites choses comme ça. Tout mon travail, il est en amont. Ça, c'est un final, c'est rien. Des fois, je mets des années à travailler sur les écritures. Pour les écritures méditerranéennes, j'ai commencé avec le Tifinagh au Maroc, j'ai continué en Yougoslavie avec le Glagoliti, parce que ça suit mes voyages, ça suit mes résidences, tu vois. Donc ça, c'est vraiment un point final. Moi, quand je suis devant un tableau d'art contemporain, c'est une réaction physique. C'est-à-dire que ça ne fait pas très, très intellectuel, mais je pense plus avec les tripes qu'avec la tête. Après, ça remonte. C'est pour ça que je ne me considère pas comme une artiste. Ça, j'ai du mal que les gens m'appellent artiste s'ils veulent, mais moi, c'est autre... Je ne sais pas, j'ose pas employer ce mot. D'abord, je ne sais pas trop ce qu'il représente. C'est un peu comme quand on écrit, quelqu'un qui écrit et qui dirait je suis écrivain. Non, moi je griffonne avec des petits trucs, mais j'écris pas non plus. Je sais pas. Entre artistes, entre guillemets, ils sont très durs entre eux. C'est-à-dire que tu as des artistes, on en connaît d'ailleurs. Pour eux, être artiste, il faut avoir fait les beaux-arts, il faut avoir suivi. C'est un peu, ça, c'est le côté français, c'est-à-dire que les diplômes avant tout, il y a une espèce de hiérarchie qui se fait. Alors qu'au Mexique, un autodidacte est autant valorisé qu'un docteur S, je ne sais pas quoi. Artistes, on est tous. C'est l'expression humaine. Les gens, il faut qu'ils fassent de l'art pour se comprendre soi-même. Parce que l'art, c'est complètement humain. Je suis travaillée dans c'est pendant que je faisais mes études d'initiation artistique. Et j'avais travaillé dans un lieu, une association de japonaises au Mexique, Mokishi Okada s'appelait. Et c'était pour travailler la céramique. La céramique comme se faisait avant. Alors, il nous apprenait, parce que c'était mon travail, de travailler la découverte de la ligne. Et on faisait tout. Ils ont changé le concept de travail, parce que c'était sacré. Le côté artistique pour les Japonais, c'est sacré. Alors, pour que tout soit dans un état sacré, il faut que tout te sente bien. Alors, ils ont me donné toutes les conditions pour que je me sente bien.
Et ça, ce n'était pas pour moi un travail, c'était un délice. Je pouvais être des heures et des heures en train de travailler, mais en train de faire des lignes. Mais cette découverte de l'importance de la création, mais de la création responsable, pas de la création, sinon que tu donnes quelque chose de toi, parce que c'est en pratique, il faut pratiquer, il faut assimiler la technique pour pouvoir commencer la création, pour être libre à faire la création. Et après de savoir la technique, de l'assimiler, de l'accueillir, là après on commence à créer, on commence à faire ce que nos idées se projettent dans la matière. Et là, j'ai commencé à faire ma propre formation. J'ai voyagé en Centre-Amérique parce que je voulais, l'importance pour moi, c'était les plus originaux de la création, on va dire. Alors, les peuples originaires, les techniques des peuples originaires, où on pouvait sortir la terre de la rivière et prendre l'argile, chercher l'argile, qu'ils commencent à chercher l'argile de la terre, la nettoyer, faire tous les processus, de le faire. Après, à l'époque, je m'intéressais par la poterie indigène. Alors, faire les fours pour faire tous ces protocoles, ça donnait une histoire à l'objet. Et quand je suis arrivée ici en Europe, je ne pouvais pas faire la poterie parce que je ne pouvais pas chercher la terre, l'argile dans la rivière, je ne pouvais pas faire mon four. Il y avait beaucoup de contraintes pour faire la poterie. J'ai commencé à faire le papier, à travailler le papier. C'était très pratique. Mais le papier, c'est très ancien en fait. Ici en France, c'est le papier mâché. Et il y a énormément de façons de faire. Énormément. En Italie, il y a une façon de faire. En Espagne, il y a une autre façon de faire. Au Mexique, il y a une autre façon de faire. Depuis que je suis arrivée ici, je continue avec le papier. Je n'arrête pas de travailler le papier parce que c'est vaste. Et c'est vaste et c'est très libre. C'est très, très libre. Ça me permet de faire beaucoup de choses, de faire des assemblages, de faire ce que je veux. Vraiment, c'est un matériel léger. Et là aussi, ici en Europe, ça m'était à cœur de travailler le papier car c'est un recyclage. Et le recyclage, c'est très important car je trouve qu'on vit une époque qu'il faut faire attention à l'environnement. Il faut faire attention à toutes les matières primaires. Et c'est aussi une responsabilité éthique de travailler de recycler. Au Mexique, avoir l'écran humain partout, c'est un symbolisme très mexicain. Et je suis familiarisée, on va dire. Et pour beaucoup de gens, ils ont peur de voir un cran. Ça implique très très fort. Alors, évidemment, je peux faire une sculpture qui va à parler sur la douceur de la vie. Et sans vie, il n'existe pas la mort, et la mort, il n'existe pas sans vie. Alors, je représente beaucoup ça sur mon travail, et je vois les regards des gens. Et ça me fait, c'est un lien, c'est une découverte, et à ce qu'ils disent les gens par rapport à mon travail. Je ne m'approprie de mon travail, c'est pas moi, mon travail. Moi, mon travail, c'est la projection que j'ai fait sur lui. J'aime bien donner une forme à quelque chose que je ressens dans les moments, à cette situation aussi que je ressens dans les moments. Et c'est comme un peu comme matérialiser une chose, l'énergie, on va dire. On matérialise l'énergie. Je crois que c'était Dali qui parlait de ça avec la construction métaphysique. Voilà, ce sont des constructions métaphysiques. La gravure me convient bien parce que
c'est quelque chose, on fait son dessin, on pense ce qu'on a envie d'exprimer, mais après on rentre dans un cadre qui est rigide. La technique traditionnelle sur métal, en eau forte, ça demande vraiment... Bon, comme à la base j'ai une formation scientifique, ça correspond peut-être mieux à moi de faire quelque chose comme ça, un peu rigide, parce qu'il faut... C'est quand même il y a beaucoup de contraintes dans la gravure. Bon, ça me correspond peut-être plus que quelque chose qui serait plus spontané. La gravure, on ne peut pas sortir du cadre, à moins de faire des monotypes ou de travailler sur du plastique ou du Tetra Pak, comme on fait maintenant. Mais si on veut prendre vraiment les techniques de base traditionnelles, c'est beaucoup de contraintes. Donc et ça correspond peut-être, comme tu dis, à ma formation. Je suis assez rigide, hein, dans la vie, je suis très... Oui. La question à poser à mes enfants, par exemple. Oui, je suis très carrée. Il faut que je m'amuse. C'est pour ça que des fois, on me dit... Alors, comme il y a des pièces qui sont quand même pas récentes, qui ont été déjà présentées, mettre des hosties avec une gravure, alors ça fait frémir un peu les gens. Des hosties, oui, elles ne sont pas consacrées, ces hosties, c'est évident. Une queue de serpent à sonnette, des plumes, oui, j'ai envie de m'amuser. Mon diable de l'enfer, moi je le trouve drôle, il est là, il s'amuse bien avec les morts. Oui, je crois que j'ai envie de m'amuser. C'est pas... et je trouve que les Calaveras, Posada, c'était quand même un génie là-dedans. Il a exprimé, que ce soit avec beaucoup d'humour, mais des choses graves. Il faisait beaucoup d'affiches à l'époque. El Machete, non, c'est le journal dans lequel il faisait ses affiches, Posada. C'était pour critiquer la politique, c'était pour critiquer... Mais c'était avec humour. Même les Calaveras, comme j'ai mis dans la vitrine à l'entrée, où je suis représentée dans un cercueil, les petites phrases qui sont à côté, c'est quand même avec humour. On vous représente sous forme de squelette, mais il y a toujours un côté humour. Et comme disait Martha, c'est vrai qu'au Mexique, les rapports avec la mort, on en rit, on aime bien en rire, hein, comme disait Octavio Paz, on en rit, tout ce que... Mais d'un côté, on la craint aussi, mais elle est omniprésente, cette mort. Elle est omniprésente. J'aime bien, j'ai à cœur d'amener des techniques du Mexique, et des techniques qui sont vraiment originaires, des peuples originaires. Et maintenant, je suis en train de travailler, qui tient à cœur, c'est la technique du peuple Huichol. Car ils s'utilisent pour coller. On utilise pour coller la matière, des perles, ou des fils, il y a un symbolisme réel dans ce travail des fils et des perles, c'est de coller sur de la cire d'abeille
Alors, ce côté matériel, ce côté proche à l'essence, il y a un rapport par rapport à ma façon de travailler. Je ne peux pas travailler un colle pareil que la cire d'abeille. Ça vient les odeurs, l'odeur que c'est très très bon. Quand je travaille, ça m'amène, c'est une sensation différente à si je travaille la colle, par exemple. Si je travaille les fils, ça m'amène aussi au tissage. Et le tissage, il y a un symbolisme très très grand en Latino-Amérique. Et par rapport à, c'est beaucoup ce qu'on a appris de nos ancêtres, ce qu'on a appris de notre culture. Alors, l'amener ici et travailler ici mes pièces à ma façon de vivre ici, en France, avec ma contemporanéité et qu'est-ce que j'ai vu ici, ça fait un travail différent, mais aussi avec, c'est comme un lien, c'est comme montrer ici ce que je suis, et avec mes pensées, avec ma façon d'être. Il y a des alebrijes en Oaxaca qui sont une qualité exceptionnelle. Et c'est considéré l'art populaire. Mais ça, c'est encore une fois de nouveau, c'est les écoles qui disent comment il doit être l'art et comment il doit être, et qu'est-ce qui ça rentre dans l'art et qu'est-ce qui ça rentre pas dans l'art. C'est pour ça que pour moi, c'est bien, je respecte ça parce que c'est. Mais pour moi, c'est pour ça que je dis, tout le monde il peut être artiste parce que c'est une question humaine. Et cependant, on reste avec ces regards que l'institution, il faut dire comment c'est stipulé et que tout est ou tout est pas, et on ne permet pas à l'homme de créer. Mais tout le monde il peut créer. Et tout le monde il crée d'abord quand il est passionné à quelque chose. À l'époque, j'étais un peu perdue avec la façon d'organisation d'ici en France. Qu'est-ce que ça concernait être un artiste. Ici, c'est spécial. À moi, ça me semblait vraiment... C'était compliqué pour moi comprendre comment c'était le regard. Par exemple, au Mexique, comme tu dis, c'est tout le monde il fait la création. Oui. C'est ça. Évidemment, il existe les artistes de beaux-arts et tout cela, mais la création, c'est permanent. Tu fais facilement les choses. Mais ici, j'ai trouvé un peu spécial pour comprendre et tout cela. C'est très bien comme elle est. Hein. C'est très bien, c'est organisé. C'est une organisation. C'est beaucoup plus organisé, beaucoup plus. Évidemment, je comprends qu'il y a ce côté-là administratif et tout cela, mais c'est bien. Mais c'est deux lignes différentes. Je ne peux pas exposer, par exemple, je ne sais pas, dans un lieu, il y a des galeries de l'art contemporain qui sont son espace et tout cela. C'est différent. Moi, je même entre artistes contemporains, disons si on les classe, si on fait des petites cases ou des grandes cases, il y aura toujours un noyau officiel. Voilà. Et qui a le marché. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah, je trouve qu'à l'époque, bon, c'est vrai qu'il y a longtemps que je suis revenue du Mexique, mais je trouvais que c'était moins officiel. C'était moins officiel. Et puis, il y avait le fait qu'au Mexique, un artiste mexicain qui est représenté partout, par exemple, peut très bien avoir une origine étrangère et être considéré comme un artiste mexicain. Le travail de Michel, ça m'amène au Mexique parce qu'elle exprime très très bien son ressenti, les choses qu'elle aime, les choses qui l'impressionnent. Et dans son travail, il y a une esthétique assez délicate, avec cette humeur, elle est bien s'imprégner de cette culture, de la culture mexicaine. J'aime beaucoup. C'est un travail très délicat, très fin, très, très bien élaboré. Il a une technique qui l'impressionne. Ça dit beaucoup. L'impressionne, l'exprime très bien. Bon, bah alors, c'est impressionné par l'impression, d'accord. Non, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que c'est toujours difficile de faire passer
comme ça. Les ressentis, cette énergie, non? C'est pas évident. Et comme je disais, bah, le travail de Martha, ça a été c'est le scarabée, je crois que tu avais posé là en premier, avec ces fils Huichol. Ça a été un coup de foudre, disons, parce que tout était dit là. Là, rien qu'à voir le travail de Martha, je n'avais pas vu encore. Hein, je la connaissais à travers son expression de technique, puis savoir que tu parles de délicatesse, alors là, pour ces fils, mais comme tu disais l'autre fois, quand tu fais ce travail, ça met un peu dans un état second, oui. C'est-à-dire que ça, un peu comme les Mandela, là, oui. quand on fait les figures géométriques, ça demande une concentration. Oui. Et je pense qu'il y a un côté psychologique, métaphysique, ou je ne sais pas comment tu peux l'appeler, sur le geste. C'est pour ça que je crois que c'est humain. Parce que c'est la matière, quand tu travailles, une matière précise et une technique précise. C'est pour ça que j'aime bien les techniques originaires. Parce qu'il il y a toujours ce côté répétitif et ça mène à une méditation. Et ça mène. Mais les huichols, avec le fil, ce sont des représentations de rêves. Ils font la représentation de ces rêves. C'est une peinture, mais avec des fils. Alors il y a une réflexion, c'est beaucoup plus long qu'un trait, sinon c'est matériel, la matière des tissus. On sent vraiment la concentration. Et on lit, et on fait l'histoire compter. Et il faut compter quelque chose dedans. Alors on le coin et on voit que tout est lié, et c'est ça que ça me plaît, que c'est liation. Avec la couleur, ça donne la symbolique de l'énergie, la symbolique de la terre, dépend de la couleur de fil. Alors quand on lit tous les fils, quand on colle tous les fils, il faut qu'il soit lié avec le dessin de l'animal avec qui lui il parle. Et on fait toute cette histoire avec des fils. Alors ça donne un sentir, une émotion que tout, on est lié vraiment avec tout ce qui nous entoure. Et qu'il y a toujours une chose qui nous attire à une autre, et c'est parce que c'est une liaison d'énergie. C'est une question énergétique. Parce que dans ces tableaux Huichol d'originaux, c'est vrai, c'est tout ce qui est pensé, rêvé, comme tu dis. Donc, ce que j'ai, par exemple, il va y avoir une représentation du peyote. Donc, c'est un cactus hallucinogène. On extrait la mescaline. Là, c'est ce que je disais, les dessins de Michaud quand il se faisait injecter de la mescaline pour dessiner sous effet. Il y a le El Venado, il y a le cerf, tous les animaux symboliques. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus primitif dans un tableau Huichol, mais c'est quand même ce que j'ai vu en arrivant. Mais tu sais, là qu'on parle de ça, il y a, c'est ça que moi aussi j'aime beaucoup de faire, de projeter et de regarder dans mon travail, c'est les choses qu'on ne peut pas voir. Il y a des choses qu'on ne peut pas voir. Il y a des choses visibles, il y a des choses invisibles. Il y a des choses qu'on comprend, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et ce côté-là, c'est par rapport à la vivance. Si tu le vis, tu pourras comprendre, sinon non. Alors, il y a par exemple, par rapport au peyote qu'on parle, je n'ai jamais goûté, mais parce que je ne considère pas nécessaire de rentrer dans les esprits. Non, mais je plaisanterais mais je considère important pour eux, parce que pour eux, c'est sacré. Et ils les amènent. Les nierikas, que ce sont les tableaux Huichol, ce sont des offrandes. Et ce n'est pas une question de projeter ses rêves comme ça, non. Les rêves, ce sont des choses que tu ne peux pas voir, que tu ne peux pas. Seulement, c'est une expression orale. Quand on parle de rêve, c'est une expression d'un symbolisme oral
qu'on récapitule ce qu'on croit voir dans nos rêves et on l'amène dans un symbolisme de la parole. Et on compte nos rêves. Et là, eux, ils ne comptent pas les rêves avec le symbolisme de la parole, sinon le symbolisme visuel. Et c'est la même chose. Alors, pour interpréter les rêves, il faut savoir ce symbolisme. Et c'est très intime, c'est vraiment très intime. Alors, il met ces questions sacrées. Et il y a beaucoup d'histoires, c'est vrai, mais je connais des gens qui, elle m'a dit d'avoir suivi les Huichols, avoir ces offrandes, parce qu'ils donnent des offrandes, et ça j'aime beaucoup, de donner. L'offrande, c'est une question pour moi, de donner de façon sacrée. Pour dire sacré, ce n'est pas une question religieuse du tout, c'est une question de mettre en valeur, et de mettre un objet, une personne, une idée dans une question honorable. Et les offrandes, c'est donner un cadeau à celui-là, parce qu'ils croient à ça, ils sont en foi. Ils ont fait venir en France, il y a très longtemps, dans un hôpital psychiatrique, non pas des chamans mexicains, mais des prêtresses vaudou. Tu vois? Donc, c'est-à-dire qui soignent pareil. Et qui ont obtenu des résultats avec les malades spectaculaires. Et en fin de compte, et je pense que les chamans, c'est un peu pareil que les chamans vaudou en Afrique ou ce que tu veux, le contact se faisait alors que dans un hôpital psychiatrique, on ne touche pas les malades, tu vois, on leur donne des médicaments, mais il n'y a pas beaucoup de contact physique. Là, ces prêtresses vaudou, elles touchaient les malades, elles les caressaient, il y avait des incantations, tout ça, donc elles les décontractaient, ils arrivaient vraiment à calmer des malades qui étaient vrais. Et je me souviens au Maroc, un jour j'arrivais en classe, tous mes élèves sur les tables, il y en avait dans tous les sens, et j'avais un élève qui faisait une crise d'épilepsie par terre. Madame il a le diable, madame il a le diable. Bon, c'est une école complètement isolée dans la campagne. Et à l'époque, il y avait une prière obligatoire pour avoir la pluie. Bon, pas très efficace, mais bon. Donc j'ai fait venir l'élève qui dirigeait ces prières. Je l'ai laissé dans la classe avec le gars qui se roulait par terre. Et il lui a récité des versets du Coran, tranquillement, tout doucement, et il l'a calmé. Donc après, je savais, quand il faisait une crise d'épilepsie, j'appelais l'autre. Au Mexique, ce n'est pas chaman, c'est des curanderos. C'est les curanderos. Alors, c'est seulement, pas parce que la médecine, elle avait dit qu'avec ces médicaments, tu vas te guérir, parce que c'est la même chose. Hein. Si tu ne crois pas au médicament, il ne va pas rien te faire. Alors, ce sont des placebos. C'est des placebos? Oui. Alors, la science, elle a pris beaucoup de ça. Elle a dit, c'est comme ça. Et non, ce n'est pas possible. Il y a des choses qu'on ne voit pas. C'est pareil, c'est l'interprétation. On croit qu'on vit une réalité, la même, hein, tous. Mais non, il y a les peuples originaires, ils vivent à sa façon de vivre. À sa façon. Ils ne sont pas des médecins, ils ont appris à se guérir avec des plantes. Oui, non, mais ça et maintenant, il existe beaucoup d'énergies qui sont du Moyen-Orient, les Reiki, ils se travaillent l'énergie. Tout le temps, ça travaille l'énergie. Ici en Europe, non. Mais en Japon, les Chinois, en Amérique latine, se travaille tout le temps les énergies. Alors, c'est les choses qu'on ne voit pas. C'est les choses que ça soigne. Il y a énormément de maintenant, ça s'appelle la médecine alternative. Mais ce n'est pas alternative. Toujours, ça existait depuis énormément de temps. Je travaillais, quand je suis arrivée ici en France, j'ai travaillé pour une association, on a monté une association en sensibilisation de l'environnement. Alors, je me suis axée à ce côté-là de faire des expositions pour la Maison de l'Environnement, des insectes, ils me demandaient pour alimenter le côté scientifique de ces expositions.
Alors il fallait que j'observe énormément la nature, hein, et beaucoup de rapports avec des entomologistes. Et quand j'ai fait mon jardin, j'ai regardé une observation des animaux qu'il y a dans les jardins, une observation quand j'ai planté mes tomates, mes fleurs et tout cela, que par l'observation, j'ai pu me rendre compte que tout animal dans la terre a un lien avec une fleur, avec un aliment, et tout c'est une chaîne alimentaire. Mais pas seulement ça, il y a des insectes ou des animaux spécifiques pour la préservation d'une plante ou pour la préservation d'une espèce. Alors tout, c'est utile. Les insectes, ils ont sa vie, sa petite vie, sa petite vision, sa petite... il vit une vie, et tout le temps je me suis demandé, ces fourmis, est-ce qu'il saura qu'il y a la mer? Non. Mais pourtant la mer existe. Est-ce que c'est... Non, c'est son propre dimension. Elle vit dans son dimension. Et la plante, elle vit en dimension. Jamais elle bouge d'ici. Elle ne sait pas. Elle sait de la... Parce qu'elle est vivante. Elle est vivante quand même. Alors, elle sait de la pluie, elle sait de la sécheresse, elle sait de la terre, elle sait des insectes. Elle saura de moi. Alors, si tout dans la nature, il a une utilité, quelle est l'utilité de l'homme? Parce qu'on est parti de la nature. Qu'est-ce que l'homme fait pour la nature? Quel est naturel, je veux dire, pas de création des espèces. Non, c'est pas ça, c'est clair. Mais la fonction réelle, alors ça m'a mené. Ces principes de penser à ça, ça m'a fait énormément lié avec ma démarche artistique, de montrer ces côtés d'observation, de donner envie que les gens, quand ils regardent mes pièces, ont l'envie de voir plus que la forme, sinon de regarder les petits détails. Parce qu'il y a, ce sont une espèce de fractal. On vit dans une terre de fractal. On vit, il y a des petits avec sa vie, nous avec notre vie. Et il doit y avoir plus aussi parce que pour la fourmi, est-ce qu'elle croira qu'on existe là, à notre façon de vivre? Je ne sais pas. Alors dans mon travail, c'est ça. C'est de voir dans la pièce, dans la forme, des petites, et que les gens ils découvrent par l'observation. Ils découvrent des histoires, ils découvrent des pensées, ils découvrent des petits objets, des petites... parce qu'ils ont une histoire dedans. Et nous-mêmes, nous, on est remplis de bactéries. On n'est que des bactéries. Ils sont des vivants dans nous-mêmes. Est-ce qu'ils savent de nous? Est-ce qu'il y a une conscience?